Keanu Reeves est entré dans sa propre entreprise et on lui a demandé d'attendre dans le couloir comme un livreur. Les cadres à l'intérieur riaient, buvaient du whisky, complètement inconscients que l'homme à la veste en cuir usé possédait 53% de tout ce qui les entourait. Ils ont regardé son jean délavé et ses vieilles baskets et ont décidé qu'il n'était personne qui méritait d'être pris au sérieux. 7 minutes plus tard, Keanu est entré dans la salle de réunion. Il n'était pas venu pour discuter. Il était venu pour les licencier tous, sans exception. Mais ce qu'il découvrit ensuite était bien pire que du manque de respect. Ils n'étaient pas seulement arrogants. Ils prévoyaient de détruire tout ce qu'il avait construit. Ce que la plupart des gens ignoraient à propos de Keanu Reeves, c'est qu'au-delà de sa carrière d'acteur, il avait discrètement bâti quelque chose d'important. Il y a 6 ans, il avait cofondé Meridian Studios, une société de production cinématographique indépendante à Los Angeles qui se consacrait à raconter des histoires significatives. Il détenait 53% de la société, ce qui faisait de lui l'actionnaire majoritaire. Mais contrairement à la plupart des investisseurs qui exigeaient une attention constante, Keanu avait choisi de rester dans l'ombre. Dans tous les documents officiels, il était simplement mentionné sous le nom de Kay Reeves. La plupart des employés ne l'avaient jamais rencontré, ni même vu son visage en rapport avec la société. Pendant 6 ans, Keanu s'était retiré des opérations quotidiennes, consacrant son temps à des causes caritatives à travers le monde. Il avait fait confiance à ses cadres pour maintenir les valeurs qu'il avait instaurées chez Meridian Studios. Il communiquait par email et par des appels vidéo occasionnels, toujours avec sa caméra éteinte, préférant écouter plutôt que d'être vu. C'était peut-être là son erreur. Ce mardi matin-là, Keanu décida de se rendre au siège de la société sans prévenir. Il voulait voir comment les choses se passaient réellement, sentir le pouls réel de l'organisation plutôt que de se fier aux rapports lisses qui atterrissaient dans sa boîte mail chaque trimestre. Il n'a pas appelé à l'avance. Il n'a pris aucun rendez-vous. Il s'est simplement présenté comme n'importe quel propriétaire viendrait vérifier quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Le bâtiment de Meridian Studios s'élevait sur 12 étages dans le ciel de Los Angeles, tout en verre, en acier et en ambition moderne. Le hall d'entrée était une cathédrale du succès entrepreneurial, avec ses sols en marbre poli qui reflétaient la lumière du matin et ses œuvres d'art abstrait qui coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Tout dans cet espace était conçu pour impressionner, intimider et rappeler aux visiteurs qu'ils entraient dans un lieu de pouvoir et d'importance. Keanu traversa l'entrée étincelante, habillé exactement comme il l'était dans sa vie privée. Une veste en cuir marron adoucie par des années d'usure. Le genre de veste qui racontait des histoires si on la regardait de près. Un jean délavé, confortable plutôt que tendance. Des baskets simples qui avaient parcouru d'innombrables kilomètres. Un bonnet sombre enfoncé sur ses cheveux, et en partie pour se réchauffer et en partie par habitude. Sa barbe était plus fournie que d'habitude, ce qui renforçait son apparence délibérément banale. Sur son épaule pendait un vieux sac en cuir, usé sur les bords et d'apparence modeste. La plupart des gens auraient supposé qu'elle ne contenait rien d'important. Ils auraient eu tort. Il ressemblait à quelqu'un qui pourrait travailler dans une librairie ou donner des cours de guitare le week-end. Il ressemblait à un homme qui réparait des motos pendant son temps libre ou faisait du bénévolat dans des refuges pour animaux. Il ne ressemblait certainement pas à un homme qui contrôlait un grand studio de cinéma valant des centaines de millions de dollars. Et c'était bien sûr exactement le but recherché. La jeune réceptionniste leva les yeux lorsqu'il s'approcha du comptoir. Son badge indiquait qu'elle s'appelait Emily et qu'elle avait rejoint Meridian Studios 4 mois auparavant. Fraîchement diplômée en communication et désireuse de gravir les échelons de l'industrie du divertissement, elle avait été formée pour gérer le flux constant de personnes qui franchissaient ses portes. Des agents avec leur sourire confiant, des acteurs avec leur espoir désespéré masqué par un intérêt désinvolte, des réalisateurs avec leur intensité artistique, des scénaristes serrant leurs scripts comme des billets de loterie. Elle avait rapidement compris que dans ce milieu, tout le monde se croyait spécial. Son travail consistait à distinguer les personnes vraiment importantes de celles qui n'étaient que pleines d'espoir, et elle avait développé un œil averti pour faire la différence. Elle regarda l'homme qui se tenait devant elle. Il y avait quelque chose de familier dans son visage, même à moitié caché sous son bonnet. Ses yeux bienveillants, cette façon discrète de se tenir debout, comme s'il n'avait pas besoin de prendre plus de place que nécessaire.
La reconnaissance lui traversa l'esprit comme une chanson à moitié oubliée. Keanu Reeves, l'acteur. Elle avait vu ses films quand elle était plus jeune. Son père adorait ses films d'action, ceux où Keanu se sortait de situations impossibles avec un calme déterminé. Mais c'était il y a des années, n'est-ce pas? Une époque complètement différente. Son intérêt initial s'estompa rapidement pour laisser place à une évaluation professionnelle. Elle voyait régulièrement des célébrités. Après tout, était un studio de cinéma. La semaine dernière encore, elle avait conduit un réalisateur célèbre au 3e étage sans que son cœur ne batte plus fort. Elle n'était plus impressionnée par les stars. De plus, elle pensait l'étudier avec une évaluation impartiale qu'elle avait perfectionnée. À quand remontait la dernière fois où Keanu Reeves avait joué dans un film important? Elle ne se souvenait pas avoir vu son nom associé à un projet récent. Aucun buzz sur les réseaux sociaux, aucune première couverte par les actualités People. Il avait disparu des feux de la rampe, comme tant d'acteurs dont l'heure de gloire était passée. En regardant sa veste usée, son vieux sac, son bonnet qui semblait presque déplacé dans ce temple du succès, Emily sentit que son hypothèse se confirmait. Ce n'était pas un homme au sommet de sa carrière. C'était quelqu'un sur le déclin, probablement venu ici dans l'espoir de charmer quelqu'un pour obtenir un rendez-vous. Peut-être décrocher un petit rôle dans l'une de leurs prochaines productions. Elle avait déjà vu cela auparavant. D'anciennes stars qui ne pouvaient accepter que leur heure de gloire était passée, errant dans les studios avec des sourires pleins d'espoir et des photos d'identité dépassées. C'était vraiment triste, mais ce n'était pas son travail d'être sentimentale. Elle prit une expression polie mais dédaigneuse, celle qui traduisait sa serviabilité tout en communiquant clairement que la personne devant elle n'était pas particulièrement importante. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'un ton efficace et froid. « Je suis ici pour voir l'équipe de direction », dit Keanu calmement. Sa voix était douce, posée, dépourvue de l'énergie exigeante qu'elle entendait habituellement chez les professionnels du secteur qui tentaient de se donner de l'importance. « Avez-vous rendez-vous ?»« Non, je n'ai pas de rendez-vous. » Emily faillit laisser échapper un petit rire. « Pas de rendez-vous, habillé comme ça, et vous espérez entrer et voir les cadres. » C'était exactement le genre d'illusion optimiste qu'elle rencontrait chaque semaine. « Je suis désolée, dit-elle, sa voix prenant ce ton pratiqué de fausse sympathie, mais l'équipe de direction est en réunion stratégique très importante en ce moment. Ils ne peuvent absolument pas être dérangés. Ces sessions sont cruciales pour l'orientation de l'entreprise. » Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Une orientation cruciale, des mots destinés à lui rappeler sa place dans la hiérarchie des importances. « Vous pouvez attendre là-bas », poursuivit-elle en désignant vaguement une rangée de chaises simples le long du mur du couloir. Elles étaient placées à l'écart du flux principal hors de vue des zones importantes. Le genre de siège réservé aux livreurs, aux agents d'entretien et aux visiteurs qui n'étaient pas tout à fait à leur place. « Mais honnêtement, ajouta-t-elle en baissant la voix comme si elle partageait un secret utile, l'attente pourrait être très longue. Ces réunions durent parfois des heures. Vous feriez peut-être mieux de revenir à un autre moment, ou d'appeler à l'avance pour prendre rendez-vous. » Keanu la regarda un instant, l'expression indéchiffrable. Puis il se contenta d'acquiescer. « Je vais attendre, dit-il. » Il se dirigea vers les chaises qu'elle lui avait indiquées et s'assit, sa vieille sacoche posée sur les genoux. Il ne discuta pas, il ne protesta pas, il ne sortit pas de carte de visite, ne cita pas de nom et ne demanda pas à parler à un responsable. Il accepta simplement la place qui lui avait été assignée, comme un homme qui comprend que certaines leçons ne s'apprennent qu'en observant. Emily le regarda s'éloigner, puis se retourna vers son ordinateur en secouant légèrement la tête. Encore un autre optimiste qui finirait par se rendre compte qu'il perdait son temps et partirait. Elle l'avait déjà oublié. Les minutes passèrent. Le hall d'entrée bourdonnait de l'énergie affairée d'une entreprise prospère. Des hommes et des femmes bien habillés passaient d'un pas décidé, leurs chaussures coûteuses claquant rythmiquement sur le sol en marbre. Ils portaient des tablettes et des téléphones et dégageaient un air indéniable de personnes convaincues que leur travail était vraiment important. Aucun d'entre eux ne jeta un regard à l'homme à la veste usée assis tranquillement près du mur. Un groupe de jeunes cadres passa en courant, discutant des prévisions du marché d'une voix forte et assurée. Ils ne le remarquèrent pas. Une femme en talons de créateur passa,
parlant rapidement au téléphone d'une négociation avec un talent. Elle ne le vit pas. Un homme plus âgé, vêtu d'un costume parfaitement taillé, se dirigea vers l'ascenseur en consultant sa Rolex. Il ne remarqua pas la silhouette silencieuse dans la salle d'attente. Keanu les observait tous. Il remarqua les montres coûteuses, les sacs de marque, les images de réussite soigneusement cultivées. Il se souvenait de l'époque où Meridian Studios était différent, où il arpentait lui-même ses couloirs à ses débuts, discutant avec tout le monde, des directeurs artistiques au personnel d'entretien. Il avait insisté pour instaurer une culture où les idées comptaient plus que les apparences, où chaque personne était traitée avec dignité, quel que soit son titre ou sa garde-robe. Ce qu'il voyait maintenant était tout autre chose. Au bout de 5 minutes environ, un jeune homme émergea d'un couloir latéral. Il s'appelait Brantley Shaw et venait d'être promu cadre junior. C'était un titre modeste dans la grande hiérarchie, mais Brantley le portait comme une couronne offerte par la royauté. Son costume était cher et légèrement trop serré. Il l'avait choisi pour sa marque italienne plutôt que pour sa coupe. À son poignet brillait une Rolex qui lui avait coûté 3 mois de salaire, un achat qu'il considérait comme un investissement essentiel pour son image professionnelle. Brantley marchait avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que l'univers se mettait en place pour son succès inévitable. Il se dirigeait vers la fontaine à eau lorsqu'il remarqua l'homme assis dans la salle d'attente. Il reconnut immédiatement son visage. Même avec son bonnet et sa barbe plus fournie, ses traits étaient indéniables. Keanu Reeves, la star d'action de ces vieux films diffusés tard le soir à la télévision câblée. Mais au lieu de ressentir du respect ou même de la curiosité, Brantley ne ressentit qu'un élan de supériorité. Il avait entendu les rumeurs dans les cercles professionnels. Keanu Reeves s'était fait discret. Aucun projet majeur depuis des années, aucune présence aux soirées importantes, aucune mention dans les magazines spécialisés. Il était la vedette d'hier, un nom qui appartenait à un autre chapitre de l'histoire d'Hollywood. Et regardez comment il était habillé. Le regard de Brantley balaya la veste en cuir usé, le jean délavé, le vieux sac, le bonnet qui semblait avoir été acheté dans une friperie. Ce n'était pas ainsi que les gens qui avaient réussi se présentaient. C'était ainsi que s'habillaient les gens qui avaient abandonné, qui étaient désespérés, qui n'avaient plus rien d'autre que l'espoir et un visage familier. Brantley sourit intérieurement. C'était probablement une célébrité sur le déclin qui espérait tirer parti de sa gloire passée pour saisir une opportunité présente. Peut-être était-il là pour passer une audition pour un second rôle, ou pire, pour supplier qu'on lui donne n'importe quel rôle. Comme les puissants étaient tombés bas. Dans ce milieu, Brantley savait que l'on ne valait que ce que valait son dernier succès, et Keanu Reeves n'avait pas connu de succès depuis très longtemps. Il passa devant lui sans le saluer. Pas un signe de tête, pas un sourire poli, pas même la courtoisie élémentaire qu'un inconnu pourrait accorder à un autre. Il continua simplement vers la fontaine à eau, remplit son gobelet et revint par le même chemin, les yeux fixés sur son téléphone, évitant délibérément de regarder le visiteur qui attendait. Pourquoi le ferait-il? Les gens qui avaient cette apparence ne méritaient pas son attention. Keanu le regarda passer. Il remarqua sa montre de luxe, sa démarche satisfaite, l'arrogance désinvolte dans chacun de ses mouvements. Il ne dit rien. Son visage ne trahissait rien. Mais derrière ses yeux calmes, quelque chose était soigneusement enregistré, archivé, compris. Depuis sa place dans le couloir, Keanu avait une vue dégagée à travers les parois vitrées de la salle de conférence principale. L'architecture du bâtiment avait été conçue pour être transparente, ouverte. Mais ce que Keanu voyait à travers cette vitre était tout sauf transparent. À l'intérieur se trouvaient des hommes qui étaient censés diriger son entreprise. Harrison Vance, le directeur général, était confortablement installé dans son fauteuil en cuir, avec l'aisance désinvolte d'un roi surveillant son domaine. Il avait une 50aine d'années. Des cheveux argentés parfaitement coiffés, un costume impeccablement taillé par des mains qui facturaient des milliers de dollars pour leur travail. À son poignet, il portait une montre Patek Philippe qui coûtait plus cher que ce que la plupart des familles a gagné en 2 ans. Il gesticulait largement en parlant, ses mains fendant l'air dans des mouvements amples, destinés à montrer sa montre de luxe autant qu'à souligner ses propos. À côté de lui était assis Preston Calloway, le directeur financier, plus jeune que Harrison d'une 10aine d'années, mais tout aussi raffiné et tout aussi influent. Il acquiesçait à tout ce que disait Harrison,
ajoutant parfois des commentaires qui faisaient rire les deux hommes avec l'aisance confortable des blagues entre initiés. Sur la table devant Preston se trouvait un verre en cristal rempli de whisky dont le liquide ambré reflétait la lumière de l'après-midi. Il était à peine midi, mais apparemment, les règles concernant la consommation d'alcool pendant les heures de travail ne s'appliquaient pas aux hommes de ce niveau. Près de la machine à café se tenait une troisième personne, Declan Merritt, le chef de cabinet, dont la fonction principale semblait être d'approuver avec enthousiasme tout ce que Harrison et Preston disaient. Il riait à leurs blagues avec un demi-temps de retard. Il acquiesçait avec une énergie excessive. Ils remplissaient leur tasse avec l'attention d'un serviteur plutôt que d'un collègue. Le portrait parfait d'un homme qui avait appris que l'avancement venait de la flatterie plutôt que de la compétence. Ils appelaient cette réunion une réunion de planification stratégique. L'invitation sur le calendrier utilisait probablement des mots importants comme synergie, optimisation et élan vers l'avant. Mais Kenu pouvait voir la vérité à travers cette façade. Ce n'était pas de la stratégie. Ce n'était pas de la planification. C'étaient trois hommes profitant des fruits confortables de poste qu'ils n'avaient pas mérités, isolés dans une bulle de privilèges qu'ils avaient construite autour d'eux. Keanu se souvenait d'avoir promu Harrison et Preston des années auparavant, lorsque Meridian cherchait encore ses marques. Il avait vu de l'ambition dans leurs yeux et l'avait confondu avec du dévouement. Il avait vu la soif de réussite et avait supposé qu'il s'agissait de passion pour le travail lui-même. Il leur avait fait confiance pour gérer quelque chose qui lui tenait à cœur, sans jamais imaginer qu'il se transformerait en roi. L'entreprise qu'il avait fondée sur les principes du respect, du travail acharné et du traitement de chaque personne avec dignité avait été vidée de sa substance de l'intérieur. Les dirigeants avaient créé une culture à leur image. Un monde où le statut social se mesurait au prix de votre montre, où la valeur était déterminée par la marque de votre costume, où une personne vêtue d'une veste usée et de vieilles baquettes était automatiquement considérée comme insignifiante. Ils avaient créé exactement le genre d'environnement que Kunu avait toujours méprisé. 7 minutes s'étaient écoulées depuis que Kenu s'était assis. 7 minutes pendant lesquelles il avait été ignoré, tandis qu'il regardait son entreprise fonctionner selon une philosophie qui était à l'opposé de tout ce en quoi il croyait. Personne n'était venu s'enquérir de lui. Personne ne lui avait proposé un verre d'eau. Personne ne s'était excusé pour le retard, ni ne lui avait donné d'informations sur le moment où quelqu'un serait disponible. Il avait été classé comme sans importance et rapidement oublié. Laissé assis dans son fauteuil inconfortable, comme un désagrément qui finirait par se lasser et partir. Pendant la majeure partie de ces 7 minutes, Kenu était resté immobile, observant et réfléchissant. Ce n'était pas un homme prompt à la colère ou aux décisions impulsives. La vie lui avait appris la patience. La perte lui avait appris la perspective. Il avait compris depuis longtemps que la sagesse venait de l'observation attentive avant d'agir, de la compréhension totale avant de juger. Mais la patience n'était pas synonyme d'acceptation, et comprendre un problème ne signifiait pas le tolérer. Il en avait vu assez. Il avait suffisamment compris. Il avait décidé de la suite des événements. Kenu se leva de la chaise inconfortable de la salle d'attente. Le mouvement était lent et délibéré, sans aucune hésitation de quelqu'un qui n'est pas sûr de sa position. Il passa son vieux sac à bandoulière sur son épaule avec une aisance acquise par l'habitude. Ses yeux, qui étaient doux et patients quelques instants auparavant, reflétaient désormais quelque chose de différent. Pas exactement de la colère, mais une froide lucidité, le regard d'un homme qui avait pris une décision et était prêt à la mettre à exécution. Il ne lissa pas sa veste et n'ajusta pas son bonnet. Il n'essayait pas de paraître plus impressionnant pour ce qui allait se passer. Il se préparait simplement à entrer dans une pièce et à tout changer. Sans un mot à Emily, la réceptionniste qui l'avait renvoyé, sans demander la permission à personne, Keanu se dirigea vers la salle de conférence aux parois de verre. Ses pas étaient assurés sur le sol en marbre poli. Ni rapide, ni agressif, simplement inévitable. Chaque pas le rapprochait des hommes qui avaient bâti leur vie confortable sur les fondations qu'il avait créées. Les hommes qui avaient transformé sa vision en leur royaume personnel. Les hommes qui n'avaient aucune idée que la personne qu'ils avaient traitée comme un nuisible insignifiant était sur le point de devenir la figure la plus importante de leur vie professionnelle.
L'homme à la veste en cuir usé et au vieux bonnet, ne portant rien d'autre qu'une modeste sacoche et 6 années d'observation patiente, était sur le point de leur rappeler à qui appartenait réellement tout ce qu'ils pensaient être à eux. Kennu ne frappa pas. Il posa simplement sa main sur la lourde porte en chêne de la salle de conférence exécutive et l'ouvrit en grand. Son geste était fluide et sans précipitation, empreint de l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait tout à fait le droit d'être là où il se trouvait. Les rires cessèrent instantanément. Harrison Vance était penché en arrière dans son fauteuil en cuir, la bouche ouverte au milieu d'une phrase, une main figée dans un geste expansif. Il était maintenant assis, immobile, son expression passant de l'amusement à la confusion, puis au premier signe de colère. Preston Calloway avait tourné brusquement la tête au bruit de la porte, les yeux écarquillés. Sa main était toujours posée sur son verre de whisky en cristal, complètement oublié. Declan Merritt, qui se tenait près de la machine à café, sursauta si violemment qu'il renversa un jet de café chaud sur le tapis coûteux. Il fixa la tâche qui s'étalait pendant un moment, puis regarda l'intrus, le visage empreint d'une panique déconcertée. Harrison fut le premier à se remettre, sa confusion se transformant en indignation lorsqu'il vit l'apparence de l'homme qui venait de faire irruption sans y être invité dans leur réunion privée. La veste en cuir usé, le jean délavé, le bonnet sombre, la vieille sacoche. Tout chez Scott Tom criait qu'il n'avait pas sa place ici. Il se leva de sa chaise, le visage empreint d'indignation. « Qui vous a laissé entrer ici ?» demanda Harrison d'une voix grave et tendue. « Il s'agit d'une réunion privée. La sécurité est censée contrôler tous les étrangers. » Il se tourna vers Declan. « Merritt, qui est cet homme ?» Declan ne put que balbutier. « Je ne sais pas, monsieur. Je vais immédiatement appeler la sécurité. » Preston s'était également levé de son siège, observant l'intrus avec des yeux plissés. Contrairement à Harrison, il avait reconnu le visage sous le bonnet. « Quoi ?» dit Preston en levant la main. « Je sais qui c'est. » Il s'approcha, regardant Kennu de haut en bas avec un mépris non dissimulé. Kennu Reeves, l'acteur, ou devrais-je dire l'ancien acteur, un petit sourire cruel se dessina au coin de sa bouche. « Si vous êtes ici pour chercher du travail, Monsieur Reeves, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Nous ne produisons rien qui convienne à quelqu'un de votre âge. » Harrison haussa légèrement les sourcils. Il regarda à nouveau Kennu, le réévaluant. Oui, il le voyait maintenant. Le visage lui était familier, bien qu'âgé et partiellement caché. Kennu Reeves, quelqu'un qui avait été célèbre avant que le monde ne change, mais dont la reconnaissance n'apportait aucun respect. Que faisait ici un acteur has-been qui interrompait leur réunion? « Je vous suggère de partir maintenant, » dit Harrison en se calant dans son fauteuil. « Merritt, appelez la sécurité et faites-le escorter dehors. » Pendant tout ce temps, Kennu n'avait pas dit un seul mot. Il se tenait juste à l'entrée, parfaitement immobile, le visage impassible. Il ne se défendait pas contre leurs insultes. Il ne discutait pas et ne s'expliquait pas. Au lieu de cela, ses yeux étaient fixés sur quelque chose à l'autre bout de la table de conférence. La chaise en bout de table. Sa chaise, celle qu'il avait conçue des années auparavant, lorsque Meridian Studios n'était encore qu'un rêve en passe de devenir réalité. Sans prêter attention aux dirigeants ni à leurs menaces, Kennu se mit à marcher. Ses pas étaient mesurés et délibérés, chacun d'entre eux produisant un son doux et assuré. Il passa devant les visages stupéfaits des hommes qui ne comprenaient pas ce qui se passait, se dirigeant directement vers cette chaise. « Qu'est-ce que vous faites ?» s'écria Harrison en se levant à nouveau. « Merritt, appelez la sécurité immédiatement. Arrêtez-vous immédiatement, » ordonna Preston en s'avançant pour bloquer le passage à Kennu. « Vous devez partir immédiatement avant que nous vous fassions arrêter pour intrusion. » Kennu s'arrêta de marcher. Il se trouvait à environ 3 mètres de la tête de la table, debout calmement, tandis que 3 cadres de plus en plus agités l'entouraient. Lentement, délibérément, il leva la main et retira le bonnet sombre de sa tête. Sans le bonnet, son visage était pleinement visible pour la première fois. Les traits familiers, les yeux pensifs, la force tranquille qui n'avait rien à voir avec la puissance physique. Il plia le bonnet et le glissa dans la poche de sa veste. Puis il fouilla dans sa veste en cuir usé et en sortit une carte. Il s'agissait d'un badge d'identification portant une photo, un nom en lettres claires et une série de codes qui signifiaient tout pour quiconque comprenait la gouvernance d'entreprise. Kennu posa la carte sur la table polie et la fit glisser doucement vers Harrison Vance.
Harrison baissa les yeux vers elle. Il tendit la main et la prit. La pièce devint complètement silencieuse. Ses yeux parcoururent la carte, la photo, le nom Kay Reeves, la désignation actionnaire majoritaire. Le pourcentage de participation de 53%. Harrison pâlit. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Sa main se mit à trembler. Preston arracha la carte des doigts tremblants de Harrison. Il la fixa, lisant les informations une fois, 2 fois, 3 fois. Kay Reeves, marmonna Preston d'une voix creuse. L'actionnaire majoritaire avec lequel nous avons uniquement communiqué par email pendant 6 ans. C'est vous. Kenu ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Il parcourut simplement la distance qui le séparait de la tête de la table et s'assit dans le fauteuil qui avait été conçu pour lui. Le cuir grinça doucement lorsqu'il s'installa, un son qui résonna dans la pièce silencieuse comme un couteau tombant. Il avait repris sa place. Les 3 cadres restèrent figés, le visage figé dans une expression d'horreur grandissante. Harrison avait l'air d'un homme qui voyait son monde s'écrouler. L'arrogance de Preston s'était transformée en quelque chose qui ressemblait à de la peur. Declan avait complètement oublié son téléphone. Puis Kenu prit la parole. Sa voix n'était pas forte. Il ne criait pas et ne se mettait pas en colère. Il parlait simplement d'un ton calme et mesuré qui avait plus de poids que n'importe quel cri. 7 minutes, dit-il. Je suis resté assis dans ce couloir pendant 7 minutes. Il laissa ses mots faire leur effet. Je suis le cofondateur de cette société, l'actionnaire majoritaire contrôlant 53% de Meridian Studios. Et parce que je suis arrivé vêtu d'une vieille veste au lieu d'un costume de créateur, j'ai été traité comme un moins que rien. On m'a dit d'attendre dans un couloir comme un livreur attendant une signature. Harrison retrouva enfin sa voix, cassée et désespérée. Monsieur Reeves, c'est un terrible malentendu. Nous n'en avions aucune idée. S'il vous plaît, nous pouvons tout expliquer. Non, a dit Kenu, et bien que sa voix soit restée douce, ses mots ont transpercé le bégaiement de Harrison comme une lame. Il n'y a rien à expliquer. Il s'est penché légèrement en avant, les mains posées à plat sur la table. Ce n'était pas une erreur de votre réceptionniste. Elle suivait la culture que vous avez créée. Elle m'a traité exactement comme elle a été formée à traiter les personnes qui ne semblent pas assez riches pour avoir de l'importance. Le jeune cadre qui est passé devant moi m'a regardé droit dans les yeux et a décidé que je ne méritais pas qu'on m'accorde la moindre attention. Qu'êtes-vous ce qui lui avait appris cette attitude? Le regard de Kunu se posa sur leur visage. Vous avez instauré dans mon entreprise une culture où les êtres humains sont jugés à l'aune du prix de leurs vêtements, où le respect est déterminé par la marque de la montre que l'on porte au poignet, où une personne vêtue d'une veste usée est automatiquement considérée comme sans valeur. Preston tenta de retrouver son sang-froid. Avec tout le respect que je vous dois, vous avez été absent pendant 6 ans. Nous avons géré les opérations, augmenté les revenus. Un malentendu à la réception ne remet pas en cause des années de leadership. Kenu le regarda avec une expression presque triste. Le leadership, répéta-t-il. Être assis dans cette pièce à boire du whisky avant midi pendant que vos employés travaillent. Créer une culture où les gens ont peur de s'exprimer. Créer un environnement où la qualité des chaussures d'une personne importe plus que la qualité de ses idées. Il secoua lentement la tête. Ce n'est pas du leadership, Monsieur Calloway. C'est de l'arrogance. Harrison fit une dernière tentative d'une voix suppliante. Kenu, s'il vous plaît, nous pouvons changer les protocoles. Reformer le personnel. Il n'y a pas besoin de prendre des mesures drastiques. Kenu le regarda longuement. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était sans appel. Vous avez eu 6 ans pour maintenir la culture de respect que j'ai instaurée dans cette entreprise. Au lieu de cela, vous vous êtes construit un royaume et vous avez oublié que chaque personne qui franchit ses portes mérite le respect de sa dignité humaine fondamentale. Son regard se posa sur celui de Harrison, et c'est pourquoi vous ne travaillez plus ici. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation à mort. Vous ne travaillez plus ici. Pendant un instant, personne ne bougea. Les cadres restèrent figés, leur esprit luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. L'instant d'avant, ils riaient, buvaient du whisky et profitaient de leur confortable position de pouvoir. L'instant d'après, un homme vêtu d'une veste en cuir usé était entré et avait démantelé tout leur monde en 5 mots simples. Harrison Vance fut le premier à craquer. « C'est fou !» cria-t-il en frappant du poing sur la table de conférence, avec suffisamment de force pour faire trembler les verres en cristal. « Vous ne pouvez pas
nous licencier à cause d'un malentendu à la réception. Nous avons des contrats, nous avons des droits, nous avons des avocats qui vous mettront en pièces devant les tribunaux. Son visage était passé d'un choc pâle à une rage cramoisie. La peur était toujours là, tapie sous la surface. Mais la colère était plus facile à exprimer. La colère donnait un sentiment de pouvoir, même lorsque tout pouvoir avait été retiré. Preston Calloway retrouva également sa voix, bien qu'elle fût plus aiguë et plus tendue que son ton habituel. « Vous avez été absent pendant 6 ans. » Preston cracha, pointant son doigt vers Kunu. 6 ans. C'est nous qui avons fait tourner cette entreprise. Nous avons géré les opérations. Nous avons augmenté les revenus. Nous avons entretenu les relations. Vous ne pouvez pas débarquer ici et tout détruire parce que quelqu'un vous a demandé d'attendre quelques minutes. Declan Merritt ne dit rien. Il s'était effondré sur l'une des chaises latérales, le visage couleur papier vieilli, les mains tachées de café tremblant sur ses genoux. Kanu écouta leurs éclats sans expression. Il les laissa fulminer. Il les laissa proférer des menaces. Il les laissa se convaincre que le volume et l'indignation pourraient d'une manière ou d'une autre inverser le cours des événements. Lorsqu'ils furent enfin à bout de souffle, il saisit la vieille sacoche en cuir qu'il avait portée à l'épaule pendant toute la durée de cette confrontation. Il la posa sur la table et l'ouvrit avec le calme délibéré d'un chirurgien se préparant à une opération. De l'intérieur, il sortit un mince dossier à la couverture noire. Simple, sans particularité. Le genre de dossier qui pouvait contenir n'importe quoi ou rien du tout. Mais ce dossier contenait tout. Kenu le posa sur la surface polie et l'ouvrit à la première page. Clause 8.2. Il lut d'une voix claire et mesurée. Accord des actionnaires 2018. Il fit une pause, laissant la date faire son effet. Il ne s'agissait pas d'une accusation improvisée. C'était un document qui existait depuis des années, attendant précisément ce moment. L'actionnaire majoritaire détenant plus de 50% des actions de la société conserve le droit de révoquer immédiatement tout dirigeant en cas de preuve matérielle de négligence grave, de violation de l'éthique ou de défaillance systémique dans le maintien de l'intégrité opérationnelle de la société. Kunu leva les yeux du document et regarda les 3 hommes qui se tenaient devant lui, visiblement bouleversés. Votre incapacité collective à reconnaître la personne qui contrôle cette société, combinée à votre décision de traiter cette personne avec mépris sur la seule base de son apparence, constitue une preuve matérielle d'une erreur de jugement catastrophique au plus haut niveau de la direction. Le visage de Harrison se déforma. Ce n'est pas une preuve matérielle, c'est votre ego blessé qui cherche une couverture juridique. Je n'ai pas fini, dit Kenu calmement. Et quelque chose dans son ton fit taire Harrison. Kenu tourna la page du dossier. En plus des événements d'aujourd'hui, j'ai ici des documents concernant le transfert de 4,7 millions de dollars du Fonds de développement cinématographique vers un compte intitulé « Opération exécutive spéciale ». Au cours des 18 derniers mois, ce compte a été utilisé à des fins qui n'ont rien à voir avec les activités de l'entreprise. Il regarda Preston Calloway droit dans les yeux. Location de jets privés, séjour dans des complexes hôteliers de luxe, achat de véhicules personnels. Tout cela a été financé par un fonds qui était censé servir au développement de nouveaux projets cinématographiques. Le visage de Preston devint gris. Il ouvrit et ferma la bouche, mais aucun son n'en sortit. Kenu poursuivit en évoquant la violation du devoir fiduciaire, le détournement de fonds de l'entreprise et, conformément à la clause que je viens de lire, cela me donne le droit de mettre fin à votre contrat de travail avec effet immédiat. Aucun préavis n'est requis, aucun vote du conseil d'administration n'est nécessaire. Il ferma le dossier d'un coup sec qui résonna dans la pièce silencieuse comme le marteau d'un juge. Harrison Vance, Preston Calloway, Declan Merritt et tous les cadres qui vous sont directement subordonnés. Votre contrat avec Meridian Studios est résilié avec effet immédiat. La pièce semblait avoir perdu tout son air. La rage de Harrison s'était transformée en quelque chose qui ressemblait étrangement à de la terreur. Preston agrippait le bord de la table, comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Declan n'avait pas bougé d'un pouce. Kenu plongea la main dans la poche de sa veste et sortit son téléphone. Il appuya sur un seul bouton. « Vivien, dit-il calmement, j'ai besoin de vous et de votre équipe dans la salle du conseil d'administration. Nous avons un licenciement à traiter. » Moins de 2 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Vivienne Hartley entra la première.
C'était une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux argentés tirés en arrière en un chignon précis et aux yeux qui ne manquaient rien. Elle était l'avocate personnelle de Kenu et s'était forgé une réputation dans les milieux juridiques pour son efficacité et sa cruauté. Derrière elle se trouvaient 3 agents de sécurité en uniforme sombre. Vivien balaya la scène d'un seul regard, observant la salle vide, les cadres sous le choc et la silhouette calme assise en bout de table. Son expression ne trahissait aucune surprise. Elle s'était préparée à cette éventualité. Ramassez tous les appareils électroniques, les cartes d'accès et les biens de l'entreprise, ordonna Kenu sans regarder les cadres licenciés. Leurs habilitations de sécurité ont déjà été révoquées. Leurs comptes e-mail sont verrouillés. Escortez-les jusqu'à leur véhicule et assurez-vous qu'ils n'emportent rien appartenant à Meridian Studios. Harrison fit une dernière tentative désespérée. « Vous allez le regretter, Reeves » cria-t-il alors que les agences de sécurité s'approchaient de lui. « Vous ne savez pas comment diriger cette entreprise. Sans nous, Meridian s'effondrera en moins d'1 mois. Nous sommes les seuls à savoir comment tout fonctionne. » Kenu se tourna vers lui. Son expression ne trahissait ni colère, ni satisfaction, rien d'autre qu'une froide déception qui était en quelque sorte pire que la rage. « Cette entreprise existait avant vous, » dit Kenu calmement. « Elle continuera d'exister longtemps après votre départ. La seule différence, c'est qu'elle ne sera plus dirigée par des gens qui jugent la valeur d'un être humain à partir du prix de sa montre. » Harrison ouvrit la bouche pour répondre, mais les agences de sécurité l'avaient déjà saisi par les bras. Tout ce qu'il voulait dire mourut dans sa gorge alors qu'on le guidait fermement vers la porte. Preston suivit sans résistance, sa bravade initiale complètement anéantie. Declan dut être aidé pour se relever, ses jambes refusant apparemment de le soutenir. Ils furent conduits hors de la salle de réunion, dans le couloir, devant le bureau de la réceptionniste où tout avait commencé. Emily les regarda partir, les yeux écarquillés, le visage illuminé par la compréhension, lorsqu'elle réalisa le lien entre l'homme qu'elle avait renvoyé et les cadres qui étaient maintenant escortés hors du bâtiment. Les rires qui avaient rempli cette pièce, il y a seulement 15 minutes, avaient été remplacés par le bruit lourd des pas de ceux qui marchaient vers la fin de leur carrière. Keanu resta debout à la tête de la table de conférence, regardant la porte désormais vide. Le parfum coûteux que Harrison affectionnait flottait encore dans l'air. Les verres à whisky en cristal étaient toujours là où ils avaient été abandonnés. Le liquide ambré reflétait la lumière de l'après-midi. Vive était déjà au téléphone, coordonnant le verrouillage systématique de tous les comptes et systèmes associés aux cadres licenciés. Sa voix était calme et professionnelle, gérant la destruction de 3 carrières avec la même efficacité qu'elle aurait pu utiliser pour commander un déjeuner. La porte s'ouvrit à nouveau doucement cette fois-ci. Kenu se retourna, s'attendant peut-être à voir un autre agent de sécurité avec une question. Au lieu de cela, il vit un homme qu'il ne reconnut pas immédiatement. Il était d'âge moyen, vêtu simplement d'une chemise boutonnée, d'une veste en duvet et d'un pantalon élégant. Pas de costume coûteux, pas d'accessoires de marque. Dans ses mains, il tenait une tablette comme un bouclier. Son expression était nerveuse mais déterminée, celle de quelqu'un qui avait pris une décision difficile et était déterminé à la mener à bien. « Monsieur Reeves » demanda l'homme d'une voix calme mais assurée. « Je m'excuse de vous déranger. Je m'appelle Marcus Thorne. Je suis directeur de la technologie et de la sécurité chez Meridian Studios. » Kenu l'observa un instant. Ce nom lui était familier. Il s'en souvenait grâce aux rapports techniques trimestriels qu'il avait examinés au fil des ans, des documents détaillés sur l'infrastructure du système et la sécurité des données. Marcus Thorne travaillait dans l'entreprise depuis 9 ans. Il avait construit la majeure partie de l'architecture numérique à partir de zéro. « Je dois vous parler. » Marcus poursuivit. « Avant que la nouvelle ne se répande, avant qu'ils n'aient le temps d'effacer leurs traces. » Kenu acquiesça lentement. « Je vous écoute. » Marcus s'avança dans la pièce, jetant un regard à Vivian, comme s'il ne savait pas s'il devait continuer en sa présence. Kenu lui fit un petit signe de tête rassurant. « Ce que vous avez fait aujourd'hui en renvoyant Harrison et Preston, » commença Marcus. Ses mots s'enchaînaient plus rapidement à présent. « Tu as pris la bonne décision. Mais tu ne sais pas à quel point tu avais raison. Tu ne sais pas ce qu'il prévoyait vraiment. » Il ouvrit sa tablette et commença à faire défiler des fichiers. « Il y a 5 mois, j'ai découvert des irrégularités dans nos systèmes. Des fichiers cryptés étaient envoyés à des serveurs externes.
Des vidéoconférences avec des participants que je ne reconnaissais pas étaient organisées sur des canaux sécurisés qui contournaient la surveillance normale de l'entreprise. Marcus leva les yeux et croisa directement le regard de Kinu. Harrison et Preston menaient des négociations secrètes avec Titan Entertainment Group. Ils prévoyaient de vendre Meridian Studios. L'expression de Kinu ne changea pas, mais ses yeux se plissèrent de manière presque imperceptible. Vendre l'entreprise? Pas exactement. Vendre, dit Marcus d'une voix plus dure. Pire encore, il prévoyait de la dépouiller, de transférer les actifs les plus précieux, la cinémathèque, les droits sur les scénarios, les contrats de distribution internationale, vers une nouvelle filiale contrôlée par Titan. Tout ce qui fait la valeur de Meridian serait transféré. Et le reste, demanda Kenu, bien qu'il devinât déjà la réponse, le reste serait laissé à l'abandon. Les installations du studio, le matériel de production, les projets en cours et surtout, les employés. La voix de Marcus se brisa légèrement. Plus de 900 personnes travaillent ici, M. Reeves. 900 familles qui dépendent de Meridian pour leur subsistance. Selon le plan de Harrison, la société ferait faillite dans un an. Toutes ces personnes perdraient leur emploi. Il fit une pause pour se ressaisir. Mais Harrison et Preston avaient déjà négocié leurs indemnités de départ. Des millions de dollars de primes de départ, des postes de conseillers principaux chez Titan. Ils allaient démanteler la société que vous aviez bâtie, détruire la vie de tous ceux qui travaillent ici et repartir riches. La pièce devint silencieuse. Kinu resta immobile, assimilant ce qu'il venait d'entendre. Sa main se referma lentement en un point sur la surface de la table. « Pourquoi n'avez-vous pas signalé cela par les voies officielles ?» demanda-t-il. Sa voix était calme, mais elle avait désormais un ton sec. Marcus baissa la tête. « J'ai essayé, M. Reeves. Il y a 4 mois, j'ai soumis un rapport à Harrison par le biais de l'audit interne. J'ai documenté tout ce que j'avais trouvé. Je pensais qu'il voudrait être au courant. Je pensais qu'il y avait peut-être une explication innocente. Il rit amèrement. Une semaine plus tard, Harrison m'a convoqué dans son bureau. Il m'a regardé et m'a dit « Si vous continuez à vous immiscer dans des affaires qui ne vous concernent pas, vous serez le premier à être licencié lors de la restructuration. » Il m'a clairement fait comprendre ce qu'il adviendrait de ma carrière si je ne laissais pas tomber. La voix de Marcus s'est adoucie. « J'ai 2 enfants, M. Reeves, un crédit immobilier, une femme qui travaille à temps partiel pour pouvoir être à la maison quand les enfants sortent de l'école. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon emploi. Je ne pouvais pas mettre en péril la sécurité de ma famille. » Il s'est redressé, croisant à nouveau le regard de Kunu, mais je ne pouvais pas non plus les regarder tout détruire. J'ai donc gardé le silence en public, mais en privé, j'ai tout documenté. Chaque transaction, chaque réunion secrète, chaque preuve que je pouvais trouver. J'ai tout stocké de manière cryptée et cachée, en attendant l'occasion de m'en servir. « En attendant aujourd'hui, dit Kunu doucement. Je ne savais pas que ce jour arriverait, admit Marcus, mais quand j'ai entendu le tumulte, quand je les ai vus être escortés dehors, j'ai su que c'était peut-être ma seule chance. Je devais la saisir. » Kunu se leva de sa chaise et contourna lentement la table pour se diriger vers Marcus. Le jeune homme se raidit légèrement, ne sachant pas à quoi s'attendre. Kinu s'arrêta devant lui et posa une main sur son épaule. « Tu as sauvé cette entreprise, » dit Kinu doucement. « Pas moi. Je les ai licenciés parce qu'ils ont manqué de respect à quelqu'un qu'ils jugeaient sans importance. C'est toi qui as découvert qu'ils prévoyaient de tout détruire. » Il fit une pause, laissant ses mots faire leur effet. « Tu as risqué ta carrière, la sécurité de ta famille pour protéger 900 personnes qui ne sauront jamais ce que tu as fait pour elles. C'est ça l'intégrité, Marcus. C'est le genre de caractère que ces hommes en costume coûteux ne comprendront jamais. » Marcus cligna rapidement des yeux, ses yeux soudainement brillants d'émotion. Il avait du mal à se contenir. Kenu se tourna vers Viven, qui avait écouté toute la conversation. Ajouté au dossier complot d'entreprise et manquement aux devoirs fiduciaires. Il donna ses instructions. « Je veux un audit complet de toutes les transactions liées à Harrison et Preston, tout ce qu'ils ont touché au cours des 3 dernières années. » Il regarda Marcus et ajouta « Avec effet immédiat, Marcus Thorne est le directeur technique par intérim de Meridian Studios. » Marcus le fixa, stupéfait et sans voix. « Je ne sais pas quoi dire, Monsieur Reeves. »« Ne dites rien, répondit Kenu. Allez sécuriser nos systèmes.
Assurez-vous que Harrison et Preston ne puissent rien accéder à distance, qu'ils ne puissent rien supprimer, qu'ils ne puissent rien saboter en partant. Il posa une nouvelle fois la main sur l'épaule de Marcus. Nous avons beaucoup de travail devant nous et je vais avoir besoin de personnes en qui je peux avoir confiance. Marcus acquiesça, une nouvelle détermination se lisant sur son visage. Il se retourna et se dirigea vers la porte d'un pas décidé, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il était entré. Keanu le regarda partir, puis se tourna vers la fenêtre pour contempler la ligne d'horizon de Los Angeles. Quelque part, Harrison Vance et Preston Calloway étaient emmenés loin du bâtiment qu'ils avaient considéré comme leur royaume personnel. Ils étaient arrivés ce matin en pensant qu'ils étaient intouchables. Ils repartaient sans rien. Mais ce n'était pas fini. Les dirigeants avaient été démis de leurs fonctions, mais les dommages qu'ils avaient causés à la culture de l'entreprise étaient trop profonds pour être réparés par un simple licenciement. Les employés qui avaient appris à juger les gens sur leur apparence, les systèmes qui récompensaient l'arrogance plutôt que l'intégrité, l'atmosphère de privilèges qui avait infecté tous les niveaux de l'organisation. Tout cela devait changer, et les 900 personnes qui travaillaient chez Meridian Studios, celles que Harrison et Preston avaient été prêts à sacrifier pour leur propre enrichissement. Elles méritaient de connaître la vérité. Elles méritaient de savoir que leur emploi était sûr. Ils méritaient de comprendre quel genre d'entreprise Meridian allait devenir. Keanu se détourna de la fenêtre. « Viven, dit-il, je dois m'adresser aux employés, à tous les employés, dès que possible. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Une heure après que Harrison Vance et Preston Calloway aient été escortés hors du bâtiment, les gros titres étaient partout. Keanu Reeves licencie toute son équipe de direction après avoir été traité comme un sans-abri dans sa propre entreprise. Les actions de Meridian Studios fluctuaient énormément, les investisseurs s'efforçant de comprendre ce qui se passait. À l'intérieur du bâtiment, l'atmosphère était encore plus agitée. Les employés se rassemblaient dans groupes anxieux, chuchotant, consultant leur téléphone, se demandant s'ils devaient commencer à mettre à jour leur CV. Personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. L'incertitude était suffocante. Keanu le comprenait. Le marché boursier finirait par se stabiliser, mais les 900 personnes qui travaillaient chez Meridian Studios ne pouvaient pas attendre. Elles avaient besoin de réponses immédiatement. « Je dois parler à tout le monde, dit-il à Vivienne, à tous les employés, tout de suite. Je serai dans le hall principal dans 5 minutes. » Il emprunta les escaliers plutôt que l'ascenseur pour descendre dans le bâtiment qu'il avait contribué à créer. Le hall principal était un espace impressionnant au cœur de Meridian Studios, une vaste zone ouverte où les 12 étages étaient reliés par des balcons et des passerelles. La lumière naturelle pénétrait par une immense verrière au-dessus. Lorsque Keanu arriva au rez-de-chaussée, des centaines d'employés s'étaient rassemblés. Ils se pressaient sur les balcons. Ils se pressaient au rez-de-chaussée. Ils se pressaient contre les balustrades, tendant le cou pour voir. Keanu marcha jusqu'au centre de l'atrium. Il ne monta pas sur une estrade et ne se tint pas derrière un podium. Il s'arrêta simplement au milieu de l'espace ouvert, entouré des personnes à qui il s'apprêtait à s'adresser, vêtu de sa veste en cuir usé, de son jean délavé et de ses baskets confortables. Il ressemblait à n'importe qui d'autre qui aurait pu entrer par hasard depuis la rue. Les murmures s'estompèrent lorsque les employés réalisèrent qu'il s'apprêtait à parler. Des centaines de regards se posèrent sur lui. Le silence était palpable et anxieux. Keanu n'utilisa pas de micro. Sa voix portait naturellement dans l'espace ouvert. « Vous avez entendu les nouvelles, commença-t-il simplement. Vous avez vu les gros titres. Vous avez peur, je comprends. » Il fit une pause, établissant un contact visuel avec autant de visages que possible. Harrison Vance, Preston Calloway et tous les cadres qui leur rendaient directement compte ne travaillant plus pour cette entreprise. Ils ont été licenciés aujourd'hui, avec effet immédiat, murmura la foule. Keanu attendit que les murmures s'estompent. Ils n'ont pas été licenciés parce qu'ils ne m'ont pas reconnu. Ils ont été licenciés à cause de la façon dont ils ont traité quelqu'un qu'ils croyaient sans importance, quelqu'un qui, selon eux, ne méritait pas la courtoisie élémentaire. Il prit une inspiration. Ce matin, je suis entré dans ce bâtiment vêtu des mêmes habits que je porte tous les jours. Pas de costume, pas de montre de luxe. À cause de ma tenue vestimentaire, on m'a demandé d'attendre dans le couloir comme un livreur.
Lorsque je suis entré dans la salle de réunion, j'ai été insulté et on m'a demandé de partir. L'expression de Kenu est devenue pensive, presque vulnérable. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je m'habille ainsi, pourquoi quelqu'un dans ma position ne porte pas de costume de marque et d'accessoires coûteux. Laissez-moi vous expliquer. Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Je n'ai pas toujours connu le succès. Il y a eu des années où je n'avais rien. Des années où je dormais sur le canapé d'amis, me demandant si j'obtiendrais un jour mon prochain rôle. Des années où je ne pouvais pas me permettre un repas décent, sans parler de vêtements chics. Sa voix s'adoucit. Et puis, même après avoir connu le succès, la vie m'a rappelé que les biens matériels n'ont aucune importance. J'ai connu des pertes que l'argent ne pourrait jamais réparer. J'ai enterré des personnes que j'aimais. Je me suis assis seul dans des maisons vides, remplies d'objets coûteux, mais complètement dépourvus de ce qui compte vraiment. L'atrium était devenu complètement silencieux. Tout le monde semblait se pencher pour mieux entendre. Je choisis de m'habiller simplement, non pas parce que je n'ai pas les moyens de m'offrir mieux, mais parce que je ne veux jamais oublier ce que l'on ressent quand on n'a rien. Je ne veux jamais devenir quelqu'un qui regarde une personne vêtue de hauts usés et suppose qu'elle ne vaut rien, car j'ai été cette personne autrefois. Et les personnes qui m'ont témoigné de la gentillesse pendant ces années-là, elles se moquaient de ce que je portais. Elles me voyaient comme un être humain. Il laissa ses mots de faire leur effet avant de poursuivre. Ce qui m'est arrivé ce matin n'avait rien à voir avec ma fierté blessée. C'était le symptôme d'une culture qui a pu se développer au sein de cette entreprise. Une culture où les gens sont jugés en fonction du prix de leurs vêtements, où le respect est accordé en fonction des titres professionnels et des marques de créateurs, où toute personne qui ne semble pas assez riche est automatiquement rejetée. Kenu balaya du regard les employés rassemblés. J'ai fondé Meridian Studios sur des principes différents. Nous croyons que tout le monde peut avoir de grandes idées, que chaque personne mérite le respect, quel que soit son poste ou son apparence. Pendant mon absence, ces valeurs ont été perdues, remplacées par l'arrogance et une hiérarchie toxique qui mesure la valeur humaine à la marque de la montre que vous portez au poignet. Sa voix s'adoucit. Je voudrais vous raconter une histoire. Il y a des années, lorsque je débutais, il y avait un concierge dans le studio où je tournais. Il s'appelait George. Chaque soir, après le départ de tout le monde, George restait pour nettoyer. Personne ne le remarquait. Il était invisible. Les employés se penchèrent en avant, captivés par le récit. Un soir, je suis resté tard pour répéter mon texte. George est venu nettoyer. Nous avons commencé à discuter. Il m'a raconté qu'il était ingénieur du son jusqu'à ce qu'un accident et les frais médicaux lui prennent tout. C'est grâce à son travail de concierge qu'il subvenait aux besoins de sa petite fille orpheline. Kenu sourit en se remémorant cette histoire. Ce soir-là, George avait mentionné qu'il fallait repositionner certains équipements pour améliorer l'éclairage. J'en avais parlé au réalisateur le lendemain. La suggestion de George avait permis à la production d'économiser 2 jours de tournage et des dizaines de milliers de dollars. Une idée simple venant d'un homme que tout le monde considérait comme insignifiant. Il regarda la foule avec une intense sérénité. Les grandes idées ne viennent pas des fauteuils coûteux des salles de réunion. Les contributions les plus précieuses viennent souvent de personnes que les autres négligent. Le machiniste qui remarque un danger pour la sécurité. L'assistant qui suggère un meilleur planning. Le gardien de sécurité qui traite chaque visiteur avec respect parce qu'il comprend qu'on ne sait jamais qui pourrait franchir cette porte. La voix de Kenu s'éleva légèrement. Chaque personne dans ce bâtiment mérite d'être traitée avec dignité, non pas à cause de ce qu'elle pourrait faire pour vous, ni parce qu'elle pourrait s'avérer importante, mais parce qu'elle est un être humain et que cela seul la rend digne de respect. Il fit une pause avant que son expression ne se durcisse. Mais je ne vous ai pas dit le pire. Le manque de respect dont j'ai été victime n'était pas la seule raison pour laquelle ces cadres ont été licenciés. La foule se tendit. Harrison Vance et Preston Calloway négocièrent secrètement la vente de Meridian Studios. Non pas pour l'aider à se développer, mais pour le dépouiller. Ils prévoyaient de transférer nos actifs les plus précieux à une société extérieure, d'empocher des millions de dollars de gains personnels et de laisser l'entreprise s'effondrer. Des cris étouffés résonnèrent dans l'atrium. Selon leur plan, Meridian aurait déclaré faillite dans un délai d'1 an. Plus de 900 emplois auraient été supprimés, laissant 900 familles sans revenus, et 2 hommes auraient pu s'enrichir. Kenu a levé la main alors que des murmures de colère montaient.
Ce plan a été arrêté. Vos emplois sont sauvés. Meridian Studios ne sera ni vendu, ni démantelé, ni détruit. Une vague de soulagement a déferlé sur la foule. Certains employés se sont embrassés. D'autres ont simplement fermé les yeux, libérant des heures de tension. Mais survivre ne suffit pas. Keanu a poursuivi. Je veux reconstruire cette entreprise sur les valeurs qu'elle était censée représenter. Il s'est redressé. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de code vestimentaire rigide chez Meridian Studios. Vous serez évalué sur vos idées, votre dévouement, votre intégrité et la façon dont vous traitez vos collègues, en particulier ceux que les autres pourraient négliger. Keanu fit un geste en direction de Marcus Thorne, qui se tenait à l'écart de la foule. Marcus Thorne a découvert le complot qui menaçait de détruire cette entreprise. Il a risqué sa carrière et la sécurité de sa famille pour documenter ce qui se passait, même lorsqu'il était menacé. À partir d'aujourd'hui, Marcus est le directeur technique par intérim de Meridian Studios. Des applaudissements sincères et spontanés éclatèrent. C'est ainsi que nous fonctionnerons désormais. L'intégrité sera récompensée, le courage reconnu, et chaque personne qui franchira nos portes sera traitée avec respect. Qu'elle arrive en limousine ou en bus, qu'elle porte un costume de créateur ou une veste qui a connu des jours meilleurs, Keanu jeta un dernier regard autour de l'atrium. Je ne reviens pas seulement pour sauver Meridian Studios. Je reviens pour reconstruire la culture que je n'aurais jamais dû laisser disparaître. Le silence a duré 2 secondes. Puis l'atrium a explosé d'applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis d'entreprise. C'était brut et réel. Le son de centaines de personnes libérant leur peur et la remplaçant par de l'espoir. Certains ont applaudi, d'autres ont essuyé leurs larmes. Keanu ne se retira pas dans un bureau de direction. Il se mêla à la foule, serra des mains, écouta tous ceux qui voulaient lui parler. Une jeune femme du département design s'approcha de lui, les yeux rougis. « Monsieur Reeves, dit-elle doucement, je voulais juste vous remercier. L'année dernière, je n'ai pas obtenu de promotion parce qu'un des cadres a dit que je ne me présentais pas de manière assez professionnelle. Je n'avais pas les moyens de m'acheter les vêtements qu'ils attendaient de moi. Depuis, je me sens invisible ici. » Un homme plus âgé du service de gestion des installations s'avança. « La même chose m'est arrivée, dit-il. Je travaille ici depuis 15 ans, mais parce que je porte un uniforme d'entretien, certains cadres ne me regardaient même pas dans l'ascenseur, comme si je n'étais pas là. Un agent de sécurité acquiesça. Je l'ai vu tous les jours. Les gens sont traités différemment en fonction de ce qu'ils portent. Ceux qui portent des costumes coûteux reçoivent des sourires et des poignées de main. Les autres sont ignorés. » Keanu écouta chacun d'entre eux, son expression devenant de plus en plus déterminée à chaque histoire. « Cela prend fin aujourd'hui, dit-il fermement. Je vous promets que cela prend fin aujourd'hui. » Il continua à se frayer un chemin à travers la foule, écoutant les histoires des employés qui avaient été licenciés, ignorés ou traités comme des moins que rien parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image du succès que Harrison et Preston avaient cultivé. Le soleil commençait à se coucher derrière les immenses baies vitrées, peignant la ligne d'horizon de Los Angeles de couleur dorée et orangée. À l'intérieur, l'atmosphère avait complètement changé, passant de la terreur matinale à quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Mais Kuno savait que ce n'était que le début. Les dirigeants toxiques avaient été écartés, les employés avaient été rassurés, mais il restait encore des choses à régler. Harrison et Preston étaient probablement en train de consulter des avocats, cherchant des moyens de se protéger. Et il restait encore la question de savoir ce qui les attendait ensuite. Une sanction, une action en justice ou toute autre chose. Keanu s'éloigna de la foule en promettant discrètement de poursuivre ses conversations. Il retourna vers la salle de conférence où Viven l'attendait avec les dernières nouvelles. La fête continuait derrière lui, mais son esprit était déjà tourné vers l'avenir, pensant à la justice et à la clémence, aux conséquences et aux secondes chances, au type de dirigeant qu'il voulait vraiment être. 3 jours s'étaient écoulés depuis les licenciements. 3 jours de frénésie médiatique, de fluctuations boursières et de spéculations sans fin sur l'avenir de Meridian Studios. 3 jours pour que la poussière commence à retomber et que l'ampleur de ce qui s'était passé devienne claire. Vivian Hartley entra dans le bureau de QU avec un épais dossier. Elle le posa sur son bureau avec la précision silencieuse de quelqu'un qui rend un verdict. Viv avait terminé l'enquête. Elle dit
C'est pire que ce que nous pensions initialement. Kenu leva les yeux de la fenêtre, où il observait la ligne d'horizon de Los Angeles. Harrison et Preston avaient signé un accord préliminaire avec Titanton Entertainment Group 2 mois auparavant. Vive poursuivi, ils ont manqué à leurs obligations fiduciaires, trompé les actionnaires et délibérément dissimulé des informations financières importantes. Avec les preuves dont nous disposons, nous pouvons intenter une action civile. Ils seraient redevables de dommages-intérêts compris entre 8 et 12 millions. Elle marqua une pause. De plus, si nous transmettons ce dossier aux autorités fédérales, il pourrait faire l'objet de poursuites pénales pour fraude boursière. Nous parlons ici d'une peine d'emprisonnement potentielle. Kunu prit le dossier et le feuilleta lentement. Relevé bancaire, transcription d'email, compte rendu de réunions de négociations secrètes, la trace écrite de la trahison documentée dans les moindres détails. Il reposa le dossier et se retourna vers la fenêtre. « Vivian, dit-il après un long moment, je voudrais proposer une approche différente. » Elle haussa un sourcil. « Différente comment? Inviter Harrison et Preston à une réunion. Sans avocat de leur côté. Juste eux, vous et moi. Je veux leur parler directement. » Vivien hésita. « Êtes-vous certain qu'ils pourraient refuser ou que cela pourrait être utilisé contre nous plus tard si l'affaire était portée devant les tribunaux? » J'en suis certain. 2 jours plus tard, Harrison Vance et Preston Calloway entrèrent dans la salle de conférence des studios Meridian pour la 2e fois en une semaine. Mais tout avait changé. Fini les costumes coûteux et l'air de confiance légitime. Harrison portait un simple blazer qui semblait avoir été tiré à la hâte du fond d'un placard. La cravate de Preston était légèrement de travers, et les cernes sous ses yeux suggéraient qu'il n'avait pas bien dormi depuis plusieurs jours. Ils avaient l'air d'hommes qui avaient passé chaque heure de veille à imaginer les pires scénarios possibles, car c'était exactement ce qu'ils avaient fait. Keanu était assis en bout de table, dans le même fauteuil où il leur avait annoncé leur licenciement. Il portait la même veste en cuir usé, les mêmes vêtements simples. Il ne s'est pas levé lorsqu'ils sont entrés. « Asseyez-vous », a-t-il dit. Ils se sont assis. Harrison a essayé de garder un visage impassible, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il les a posées sur la table. Preston n'arrivait pas à le regarder dans les yeux. « Je vais être direct », commença Kenu. « Mon avocat vous a informé de ce que nous sommes légalement en droit de poursuivre. Un procès civil pour 8 à 12 millions de dollars de dommages et intérêts. Un renvoi pénal au FBI pour fraude boursière. Vos carrières seraient définitivement terminées. Vous pourriez passer des années en prison. » Harrison déglutit péniblement. Preston fixait la surface de la table comme s'il espérait qu'elle s'ouvre et l'engloutisse. « Mais je ne veux pas faire cela. » Les 2 hommes levèrent les yeux, surpris, le regard empreint de confusion et d'espoir désespéré. « Non pas parce que je vous pardonne, » poursuivit Kenu d'une voix calme mais ferme. « Vous avez trahi ma confiance. Vous avez conspiré pour détruire les moyens de subsistance de 900 personnes. Vous avez instauré une culture toxique qui jugeait les êtres humains à l'aune du prix de leurs vêtements. Je ne pardonne rien de tout cela. » Il laissa ses paroles faire leur effet avant de poursuivre. « Mais j'ai appris quelque chose au fil des ans. La punition n'est pas toujours la meilleure solution. Parfois, donner aux gens l'occasion de réparer leurs erreurs est plus bénéfique que de les faire souffrir. » Kenu posa un document sur la table et le fit glisser vers eux. « Il s'agit d'un accord à l'amiable. Si vous le signez, nous ne poursuivrons pas d'action civile et nous ne transmettrons rien aux autorités fédérales. En échange, vous acceptez 3 conditions. » Harrison fixa le document comme s'il allait le mordre. « Premièrement, dit Kenu, vous présenterez des excuses publiques, non pas à moi, mais aux employés de Meridian Studios, ces personnes dont vous étiez prêts à détruire la vie pour votre propre enrichissement. » Il leva un 2e doigt. « Fiston, vous ferez un don de 2,5 millions de dollars à la Banque alimentaire de Los Angeles. Cet argent proviendra des primes que vous avez reçues au cours des dernières années. Il permettra de nourrir des dizaines de milliers de personnes en difficulté. Des personnes que la société ignore souvent. Des personnes comme celles que vous avez ignorées lorsque vous avez décidé qu'elles ne méritaient pas votre attention. » Le visage de Harrison était devenu pâle. Preston semblait sur le point de vomir. « Troisièmement, continua Kenu, vous effectuerez chacun 200 heures de bénévolat dans des refuges pour sans-abri et des soupes populaires à travers la ville. Pas pour faire de la publicité, pas pour vous faire prendre en photo. Vous servirez des repas, nettoierez des tables
et regarderez dans les yeux des personnes que vous auriez ignorées sans y prêter attention. Vous ferez cela parce que vous devez comprendre quelque chose que vos études coûteuses et vos bureaux luxueux ne vous ont jamais appris. Il se pencha légèrement en avant. Chaque être humain a de la valeur. Chaque personne mérite le respect, peu importe ce qu'elle porte ou ce qu'elle peut faire pour vous. C'est la leçon que vous n'avez pas apprise et c'est votre chance de la comprendre. La pièce est devenue silencieuse. Harrison a finalement pris la parole. « Et si nous refusons, a répondu Vivienne, avant que Kunu n'ait le temps de le faire. Alors, nous engagerons une procédure judiciaire. Et je vous promets qu'avec les preuves dont nous disposons, vous perdrez bien plus que 2,5 millions de dollars. Vous perdrez tout. » Preston a regardé Harrison. Harrison a regardé le document. Pendant un long moment, aucun des deux n'a bougé. Puis Harrison a pris le stylo et a signé. Preston a signé immédiatement après. Kenu s'est levé. « Vous pouvez partir. » Les deux hommes se levèrent et se dirigèrent vers la porte comme des somnambules. Harrison s'arrêta sur le seuil, se retournant comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Il se contenta de hocher la tête une fois, un geste qui pouvait être de la gratitude ou de la honte, ou les deux, puis ils disparurent. Lorsque la porte se referma, Vivien se tourna vers Kenu. « Êtes-vous sûr de votre décision? » Il méritait une pire. Kenu sourit légèrement, affichant cette expression douce que ceux qui le connaissaient reconnaissaient comme rare et sincère. « Peut-être, mais 2,5 millions permettront de nourrir des dizaines de milliers de personnes affamées pendant 1 an. 200 heures dans une soupe populaire pourraient bien changer leur vision du monde. Et des excuses publiques rappelleront à tous que l'arrogance a toujours un prix. » Il regarda par la fenêtre la ville s'étendre à l'horizon. Une punition ne ferait que leur nuire. Cela pourrait en fait les aider à changer, et cela aiderait certainement les personnes qui en ont le plus besoin. Dans les semaines qui suivirent, Kenu ne disparut pas dans l'ombre comme il l'avait fait 6 ans auparavant. Il ne resta pas un investisseur distant surveillant les rapports trimestriels, mais un dirigeant actif arpentant les couloirs de l'entreprise qu'il avait créée. Il mit en place le programme Open Door, une initiative visant à donner des opportunités aux personnes qui avaient été négligées par les pratiques d'embauche traditionnelles, d'anciens détenus qui avaient purgé leur peine et cherchaient une seconde chance, des sans-abri qui s'efforçaient de reconstruire leur vie, des jeunes issus de quartiers défavorisés qui n'avaient jamais eu accès à l'industrie du divertissement. Ils ont été formés, encadrés et ont eu la possibilité de faire leurs preuves sur la base de leurs compétences plutôt que de leurs antécédents. Il a complètement bouleversé le processus de recrutement. Aucune photo n'était requise sur les candidatures. Les premiers entretiens étaient menés à l'aveugle, les recruteurs ne pouvant entendre que la voix des candidats et évaluer leurs idées sans voir leur visage ni leurs vêtements. Le mérite était devenu le seul critère qui comptait. Une fois par mois, Kenu passait une journée entière à travailler aux côtés de différents services. Un mois, il s'est assis avec l'équipe de sécurité, apprenant leur routine et écoutant leurs préoccupations. Un autre mois, il a aidé l'équipe chargée des installations à réorganiser les salles de stockage. Il a déjeuné à la cafétéria avec les employés débutants, leur a posé des questions et a écouté leurs réponses avec attention. Il voulait comprendre Meridian Studios de fond en comble, et non pas à travers le prisme aseptisé des résumés exécutifs. Marcus Thorne a été officiellement promu au poste de directeur technique. Le mot « par intérim » a finalement été supprimé de son titre. Il est devenu le symbole de ce que Meridian Studios valorisait désormais. L'intégrité et le courage étaient reconnus et récompensés, quel que soit le poste occupé auparavant. 6 mois après les événements de cette journée extraordinaire, Meridian Studios a annoncé son tout dernier projet. Il s'agissait d'un film documentaire sur les inégalités sociales et les préjugés auxquels les gens sont confrontés en raison de leur apparence. Le film explorait la manière dont la société porte des jugements hâtifs sur la valeur des individus en se basant sur leurs vêtements, leur adresse et d'autres marqueurs superficiels. Il racontait l'histoire de personnes qui avaient été ignorées, rejetées et sous-estimées simplement parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image du succès. Keanu n'était pas seulement le producteur exécutif. Il avait accepté d'apparaître dans le film, jouant un petit rôle de sans-abri que les autres ignoraient en passant. La première a eu lieu dans un théâtre historique de Los Angeles. La liste des invités était différente de celle des événements hollywoodiens habituels.
Aux côtés des dirigeants de l'industrie vêtus de costumes de créateurs se trouvaient des bénévoles du programme Open Door, des travailleurs des refuges et d'anciens sans-abri qui avaient trouvé le chemin de la stabilité. Ils étaient assis côte à côte, égaux dans le public, ne se distinguant que par leur humanité commune. Après la projection, lors de la réception de presse, un journaliste a abordé Kenu avec une question qui circulait depuis que l'histoire avait été révélée. Monsieur Reeves, regrettez-vous d'avoir licencié toute votre équipe de direction simplement parce qu'elle vous a fait attendre quelques minutes? Kenu a réfléchi attentivement à la question avant de répondre. Je ne les ai pas licenciés parce qu'ils ne m'ont pas reconnu. Il a déclaré, je les ai licenciés à cause de la façon dont ils ont traité quelqu'un qu'ils pensaient sans importance. Quelqu'un qui, selon eux, n'avait rien à leur offrir. Quelqu'un qui, d'après leur apparence, ne méritait pas la courtoisie élémentaire. Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. C'est cela qui révèle véritablement le caractère d'une personne. Ce n'est pas la façon dont elle traite les personnes puissantes. Ce n'est pas la façon dont elle se comporte lorsqu'elle pense qu'une personne importante l'observe, mais la façon dont elle traite les personnes qu'elle considère comme inférieures. Celles dont elle pense ne jamais avoir besoin, celles qu'elle considère comme insignifiantes. Kenu regarda la foule où des invités en costumes coûteux se mêlaient à des personnes vêtues de manière modeste. Tous partageaient le même espace, la même conversation, le même moment. Le vrai pouvoir n'est pas une question de titre ou d'apparence. Le vrai pouvoir, c'est d'utiliser la position que l'on occupe pour aider les autres, en particulier les personnes que la société a tendance à oublier. Dans un coin tranquille de la salle de réception, un homme se tenait seul, observant la scène avec une expression difficile à déchiffrer. Harrison Vance avait terminé ses 200 heures de service volontaire 3 semaines plus tôt. Il avait servi des milliers de repas. Il avait nettoyé d'innombrables tables. Il avait regardé dans les yeux des gens qu'il aurait autrefois ignorés sans y penser. Et quelque chose en lui avait changé d'une manière qu'il essayait encore de comprendre. Il n'était pas venu à la première pour attirer l'attention ou chercher la rédemption. Il était venu parce qu'il avait besoin de voir ce que Kenu avait construit, ce que Meridian Studio était devenu, ce qu'il avait lui-même failli détruire. Lorsque Kenu eut fini de parler, Harrison se joignit aux applaudissements. C'étaient des applaudissements discrets, presque hésitants, ceux d'un homme qui comprenait qu'il était témoin de quelque chose d'important, quelque chose qu'il avait failli empêcher d'exister. Personne ne le reconnut. Personne ne s'approcha de lui. Et c'était peut-être exactement comme cela devait être. C'est ainsi que Keanu Reeves reprit possession de son entreprise. Non pas par une rage aveugle ou une punition vindicative, mais par principe et par dignité. Il a transformé un moment d'humiliation en une occasion de redéfinir ce que pouvait être la culture d'entreprise. Il a prouvé que le leadership ne consiste pas à commander d'en haut, mais à se tenir aux côtés des personnes que l'on sert. Cette histoire nous rappelle une vérité simple mais profonde. On peut juger une entreprise, une organisation ou une personne non pas par la façon dont elle traite les puissants, mais par la façon dont elle traite ceux qu'elle considère comme insignifiants. La réceptionniste, l'agent de sécurité, la personne à la veste usée. Ces interactions révèlent le caractère d'une manière que les présentations en salle de réunion ne peuvent jamais faire. Car le véritable respect n'est jamais assorti de conditions. Il n'est pas réservé à ceux qui peuvent offrir quelque chose en retour. Il est accordé librement à tous en reconnaissance de leur humanité fondamentale. Et l'arrogance, aussi bien habillée soit-elle, aussi coûteusement parée soit-elle, finit toujours par payer le prix. Que pensez-vous de la décision de Kenu? Le règlement était-il le bon choix? Ou Harrison et Preston méritaient-ils des conséquences plus sévères? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir à la façon dont nous traitons les personnes qui nous entourent, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que parfois, les leçons les plus puissantes viennent des endroits les plus inattendus. Et parfois, la personne que tout le monde ignore s'avère être celle qui change les choses. Je la cherchais. Wesh, Ouais, elle voulait pas let's se go, gars. montrer, hein. Elle voulait pas se montrer, hein. Ah, il y a un shérif là. А давайте убивать их до того, как они ставят спайк, лады? Mi, mi, mi. Oh,
Получилось один раз, получится еще. Ça va. Oh, j'ai eu peur. Je voulais sauter sur la petite bordure. Тут пушка. Someone have Ares skin? I have Ares skin, I have Ares. Нужно добавить. No, sorry. Ah, ok. Я умру не Je crois сегодня. que j'ai la même Ares, non? La Ares, c'est un peu fête foraine, là. Включен звуковой сенсор. Блокирую движение. Je sais pas si c'est en... Ah, mais je vais aller aider en midi. One spot. Il est Ensemble. tombé! Oh. Outlaw heaven. Спайк установлен. Перезаряжаю. Не сбегут. Получи. Давай. Остался один враг. Остался есть. один враг. Under. Oh, 130. Oh. J'ai pas vu, elle était où? Bah, c'est Overheal, en fait. C'est Overheal. Всем пока. Elle s'est Overheal, on a perdu un Bayra. 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 Mais c'est pas grave, on garde la tête haute. Mais ils vont jamais venir. Ah, ils savent que je joue. Ah, ils ont pas envie de venir dans mes trappes. Ils ne veulent pas. Ils Прослушиваю. ne veulent pas du tout. Et ça se comprend. Et ça se comprend, en fait. Прослушиваю. Je vais pas à vol pour pas qu'ils sachent que je suis là. On est, one. Ты дышь? Давай. Baby, baby. Vas-y, vas-y. They're planting. Ça plante en B. Planting a bit. Спайк установлен. Враг на Б. Не сбегут. Oh! Oh, sorry. Туда. That's it. One shot, Iso. Блокирую движение. Остался Oh, один. mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais elle est tout le temps, ça fait 2 fois, elle est tout le temps à cet endroit. Не ждите, что вам принесут всё на блюдечке. J'ai peut-être nade à néon, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je vais revenir en A. Et ils vont refaire du B. Après 2 twists en B, c'est pas fou, hein. Pas fou, fou, Включен fou, звуковой. fou. Прослушиваю. Je vais mettre Raoul seulement quand ils vont push. Ouais, ils vont jamais. C'est pas possible. Iso, mange ton report. Спайк на Б. Бросаю сетку. Boss, site. Спайк установлен. One under you. Остался один враг. Mais j'ai... Inside. Остался один игрок. Okay. Oh. Ah, no, that's fair, bro. Mais Underby, c'est... Je pensais pas qu'il était là, ça. Moi, je troll. Non, je troll pas, moi. Je troll pas. Je vais aller... Can you go 3B? One mid and one on A. They don't go A, guys. Ah là là. Mais comment ça, Underby? Genre, Underby, c'est où? Parce que Underby, ça peut être de là à là, genre. Comment ça, Underby?
Soyez plus précis un peu, s'il vous plaît. Smoke mid. Qu'est-ce qu'il fait? Sois tranquille. Pourquoi il me bloque? Bingo. Бросаю сетку. Спайк на Б. Остался один враг. Come to me, come to me, come. We have spike on A-Link. B-Link, sorry. Там. Ouais, chier. Барьер развернут. Ah, mais elle est là. What the heck, Ok. bro? Bro, this game, I don't know, bro. It's okay. We got the Like, round. what are you playing, bro? We got the round, okay. It's okay. Yes, yes. Vamos. Je sais pas, je me fais tuer de là, genre. Pourquoi je me fais tuer de là-bas? Mais what? Mais ils vont jamais en A, ils vont jamais en A, je vous dis, ils vont pas A, genre. Echo by Evan, no? Ils jouent que Ares, lui. Включен звуковой сенсор. Ils jouent que Ares. Ils jouent que Ares. Are you Aries only? Tom, c'est A. One on A. Yes. Yes. Omen, can you Don't smoke here? rotate, guys. Smokes on A. Барьер развернут. Oh, get. Vamos. One pot. Ouais. Ah, he's full HP. Mais y'a rien qui va. Mais pourquoi il... Mais y a un gars qui joue Ares only, Остался один игрок. un autre gars qui tombe dans le vide. Moi, je joue fantôme, du coup, évidemment, je lui mets 140. Y'a rien qui va, là, hein. Y'a rien qui va. Спайк установлен. Non, c'est vrai. Il m'a pris dans son ult. Так, малыши, снова в бой. Всем пока. Я смотрю, вам тут нравится. Даже слишком. Je vais aller en B. Guys, I think we win this. I think we win this game. The enemies are so. I always have to. Bro, like- I'm worse than the enemies. What do you mean, no? No, no, you don't. You can't think like that, bro. You can't think like. No, that easy, easy. Включен звуковой сенсор. They're playing so weird. Je sais Прослушиваю. pas, ils font quoi. Are we eco or are we buying, guys? What? I can buy don't names. know. Прочь с дороги. Je comprends I rien. don't know. Ça écho Oh, pas, ça baille please. pas, c'est... Y'a rien qui va, genre. Je comprends rien. Et là, ils vont A, alors qu'ils ont toujours fait du V, sauf une fois. Y'a un gars, il a un OP, moi j'ai un Спайк classique. установлен. Pas d'armes. One 20, Вы порезвились? Three backside. Не сбегут. Остался один игрок. Je comprends rien. Nice ult Wiley. Je comprends rien. Je Hmm? comprends rien. Quoi. Yes, I stunned you, but I stunned 3 of them in return. Yeah, think and that's you valid. kill who? I Nobody. killed one. What? He literally killed someone. What? I kinda brain that. Je comprends rien. Je comprends rien. Je vais jouer Vandal hein, parce que les 140 là, on en peut plus. Включен звуковой сенсор. Quand à chaque fois que je suis en A, ils vont tout le temps en B. À chaque fois que je suis en A, ils vont en B. Tout le temps, tout le temps. Là, ça va encore être du B. Je peux même pas tenter de faire un kill. Je suis tout le temps en retake. C'est du B. Coucou Sasushi. Ставлю преграду. Бросаю сетку. One mid, one top mid, top mid. Туда. He cursed. You got the summon. It's A smoke.